Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire IAD Talk, organisé donc par Imo Matin pour le réseau IAD, leader des réseaux immobiliers en France avec ses plus de 14 000 conseillers. Je crois bien que c'est ça, Olivier? 14 400. 14 400, très bien, ok. Alors nous avons intitulé ce webinaire Budget 2026, quelles attentes pour le marché immobilier. Alors avec nos invités, nous mesurons combien l'instabilité politique pèse aujourd'hui sur l'activité immobilière. Les gouvernements, vous le voyez bien, se succèdent. Nous ressortirons également un texte clé, le rapport parlementaire d'Aubresque-Cosson qui propose la création du fameux statut du bailleur privé, donc avec plusieurs mesures fiscales et incitatives destinées à relancer un investissement locatif qui est au plus bas. Et enfin, nous parlerons taux d'intérêt, dont on sait combien leurs évolutions impactent l'activité de la transaction immobilière. Et nous aborderons d'autres sujets comme le DPE et encore le fameux modèle IAD sur lequel on reviendra aussi et quels sont les atouts du modèle IAD dans ce contexte immobilier. Alors avec nous tout d'abord pour nourrir ces débats, Lionel Causse, député de la deuxième circonscription des Landes. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir C'est à accepté vous. notre invitation. Avec nous également Guillaume Fourte. Vous êtes le directeur des partenariats bancaires chez le courtier Merto. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Et enfin avec nous, comme il est de coutume depuis maintenant presque 2 ans, Olivier Descamps, directeur général d'IAD France. Bonjour Olivier. Bonjour Christian. Super, merci encore d'être avec nous. Alors ma première question pour vous Olivier, alors juste une petite chose, nous avons 40-45 minutes, donc nous commençons. Alors est-ce que l'instabilité politique Olivier que nous vivons, je rappelle, 5 premiers ministres depuis mai 2022 et le deuxième mandat d'Emmanuel Macron a un impact, selon vous Olivier, sur la confiance des porteurs de projets immobiliers? Évidemment. Évidemment qu'on parle beaucoup des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui veulent de la stabilité et de la visibilité. Quand on a un projet immobilier, c'est un projet important, donc on préfère, les acquéreurs et les vendeurs préfèrent une stabilité, une visibilité. Néanmoins, on a connu ça il y a 18 mois. Depuis maintenant 6, 8 mois, je dirais que les vendeurs acquéreurs se sont habitués à cette instabilité et on a vu une croissance des transactions très forte depuis maintenant le début de l'année. Hein, quand je dis très fort, c'est entre Alors là, vous 28 et parlez pour 30%. IAD. Pour y aider, le marché, Le marché? quand on regarde le marché repart en croissance, hein, une croissance assez lente. On regarde nos confrères qui redémarrent également en croissance. Et après, on parlera du modèle spécifique IAD, mais on est sur une très très forte croissance. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, on parlera sûrement tout à l'heure des investisseurs, hein, des propriétaires bailleurs. Là, c'est plus difficile, Mmh. mais aujourd'hui, pour les vendeurs acquéreurs de résidences principales, en tout cas, le marché reprend des couleurs et chacun s'est habitué. On dira aussi, les taux nous ont aidés, hein, Oui. les taux qui ont baissé, et qui se stabilisent. Les banques qui reviennent dans le jeu pour acquérir également des contrats de prêt auprès des vendeurs et des acquéreurs, hein, puisque le vendeur devient très régulièrement acquéreur dans la foulée, nous aide. Donc je dirais que oui, impacté, mais chacun s'est habitué à cette instabilité et tout le monde est préparé à ce qui arrivera dans quelques mois, dans quelques semaines, on ne sait pas. En tout cas, on compte plutôt sur nous que sur ce qui va se passer de façon politique. Se loger, le portail Se loger a fait une étude il y a quelques jours et il pointait notamment un printemps au niveau de la transaction, au niveau de l'activité de la transaction, un petit peu décevant. Vous l'avez vérifié également chez vous? Non, non, je participais à cette Oui, conférence de presse, hein, vous étiez là j'y effectivement avec étais, moi. Ouais. et non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu D'accord. ça. On a battu le record de transactions, hein, 7400 transactions signées en un seul mois. On a un volume, là, si on peut parler rapidement des chiffres de septembre, qui confirment les bons résultats de l'été, hein, puisqu'on devrait, encore une fois, être à plus 20, plus 25. Et quand je dis plus 20, plus 25%, c'est pas sur 300 transactions, hein, c'est sur 6000 transactions. C'est-à-dire que c'est significatif sur un territoire qui est assez maillé. Donc, aujourd'hui, on est évidemment ultra vigilant. Nos entrepreneurs sont vigilants, sont à l'écoute des bonnes nouvelles des courtiers et des banquiers sur la stabilité des taux. Mais aujourd'hui, on fait un très bel été et la rentrée reste de très très bon niveau. Très bien. Alors toujours sur cette question de l'instabilité, je voulais avoir aussi vos opinions, messieurs Fourte et Ecos. Le marché s'est complexifié aussi aux yeux des clients avec la loi la résilience, le DPE, l'encadrement des loyers. Tout ça, c'est un climat qui n'est pas très favorable à l'acquisition immobilière. Quel est votre avis sur cette instabilité et l'impact sur l'activité immobilière? Écoutez, cette instabilité, moi je la vois tous les jours à l'Assemblée nationale, puisque depuis les dernières élections législatives, nous avons trois blocs qui n'arrivent pas à s'entendre sur la politique, je dirais, générale, hein, globale, en tout cas, trouver des compromis. Et bien entendu, le secteur du logement est directement impacté, il est essentiel. Donc le secteur du logement était déjà en difficulté avant, bien entendu, les dernières élections législatives. Moi, avant d'être député en 2017, j'étais maire, hein, donc je voyais déjà les difficultés qui étaient en train d'arriver
sur nos territoires, avec, comme je le dis souvent, une grosse difficulté, c'est que auparavant, il y a 10 ans, on pouvait encore donner des perspectives aux Françaises, aux Français, à ceux qui venaient nous voir en disant dans quelques mois, dans quelques semaines, on va avoir un programme, vous allez pouvoir trouver une réponse, une solution à vos difficultés de logement. Aujourd'hui, sur le neuf, il y a plus rien. Donc, en effet, l'ancien repart un peu. Donc on a un contexte, je dirais, de crise qui est très compliqué, qui s'est quasiment généralisé sur l'ensemble du territoire, même s'il y a encore des départements mais où les populations perdent, donc on pourrait penser qu'elle n'est pas aussi forte que sur d'autres départements. Bien sûr qu'on a un enjeu d'aménagement du territoire très fort, mais aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de cap, de ne pas avoir une politique logement, ce que je fais partie avec beaucoup de mes collègues, d'ailleurs, de façon transpartisane, on le souhaite tous, mais c'est vrai qu'il nous manque ça, et bien entendu, les enjeux, je dirais, politiciens des agendas à venir, puisqu'on est à 18 mois d'une élection présidentielle, mais tout ceci fait qu'il est difficile d'arriver à donner un cap et bien entendu à pouvoir dire sur ce que vous avez cité, tout ce qu'on a souhaité faire dans le climat et résilience, sur les DPE, sur la sobriété foncière, et qui s'inscrivent, je dirais, dans des trajectoires pour atteindre en 2050 vraiment des enjeux importants pour les Françaises et les Français. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est pas pour venir les embêter dans la vie de tous les jours, c'est pour dire qu'en 2050 il faudra qu'on ait un autre modèle, qu'on soit plus respectueux, mais bien sûr des enjeux environnementaux, mais pas que, parce que derrière c'est le bien vivre, c'est le bien-être des gens dans leur logement, c'est ce qu'on voit tous les jours. Voilà, on a besoin, je dirais, progressivement de faire évoluer notre parc immobilier de telle sorte que d'ici quelques années, chacun puisse avoir, comme je le dis souvent, un logement adapté à sa situation, que ce soit financière, familiale ou même physique, en fonction des handicaps que les uns et les autres pouvons rencontrer. Donc tout ceci, ça doit se travailler, ça va mettre du temps, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on est plutôt encore en baisse, et malheureusement on a du mal à nous politiques, et on n'a pas à en être fiers, mais à trouver des réponses pour rassurer le secteur. Ouais. C'est pas parce que le politique c'est un inconvénient, mais il faut pas en rester là. Et donc, je suis très heureux de voir aussi, tous les jours, je rencontre beaucoup de gens du secteur de l'immobilier qui se prennent par la main et qui avancent. Je trouve que c'est un secteur très dynamique, les acteurs sont quand même très engagés, et c'est très bien. Ce qui veut dire que quand on a une crise politique, c'est bien de voir aussi les acteurs mobilisés, les acteurs qui cherchent et qui apportent des réponses. Donc, très très bien que tout ceci puisse nous permettre, sur la transaction, comme vous l'avez dit, on est passé un peu moins de 800 000 par an, on va peut-être atteindre les 900 000 par an, on va pas retomber sur les taux précédents. Donc, tout ce qui est transaction, il y a des points qui vont plutôt bien. Ce qui est très 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 grosse difficulté, je pense que, voilà, vous le voyez, c'est tout ce qui est neuf. Et effectivement, on n'arrive pas à produire aujourd'hui de logements, et on n'arrive pas à mettre en place les aides financières, les aides réglementaires pour pouvoir relancer la production de logements dans notre pays. Ouais. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est très juste. Et Lionel Cos est assez actif sur ces sujets-là. Il porte pas mal de projets. Moi, je vais citer deux choses, et je dirais deux personnes. C'est Daniel Lubrac, qui, avec l'UNIS, demande depuis très longtemps un ministère de l'habitat large, l'immobilier, le logement social, l'environnement. Et ensuite, il y avait Robin Rivaton qui dit une chose très pertinente. Il y a, avant de loger vert, logeons bien, et avant de loger bien, logeons. Et aujourd'hui, derrière l'immobilier, il y a des drames de famille. On parle du neuf. On pourra parler, si on a le temps aujourd'hui, de la location. Le marché locatif, il est ultra tendu. Vous l'avez vu encore un article tout à l'heure, cette semaine, plus de 1000 appels pour un T3 à Paris. 1000 appels. Et donc aujourd'hui, effectivement, on se prend par la main, et chaque entrepreneur fait ce qu'il a à faire, mais on sait qu'on doit avoir une politique forte, bien plus large de l'habitat en France, si on veut sortir de l'ornière dans laquelle on est aujourd'hui, non pas pour l'immobilier, mais pour le logement des Français. C'est ça le vrai enjeu. Très bien. Sur la question des taux, que nous allons aborder avec vous à présent, Guillaume, on sait combien les taux sont importants, enfin en tout cas sont un vecteur important pour l'activité immobilière. Alors depuis la rentrée de septembre, on a vu des barèmes des taux annoncés par les banques en légère hausse, comprise entre 0,1 et 0,25%. Est-ce que vous nous confirmez cela ? Alors le 0,25 non, on est plutôt sur une hausse moyenne autour de 0,10, enfin 0,10 points sur les barèmes. Mais pas toutes les banques n'ont pas augmenté leur taux. Donc ça c'est important, il y en a qui sont stabilisés depuis plus de 3 mois. Donc celles qui ont augmenté c'est de l'ordre de 10 centimes, donc c'est pas grand-chose. On le voit que finalement, toute cette instabilité avait déjà été anticipée. Donc clairement, également pour les banques, elles sont de retour, en complément de ce qui a été dit avant, c'est que le marché va nettement mieux. Oui.
que ce soit en termes de nombre de transactions, et les banques jouent leur rôle de prêteur, toutes, absolument toutes, et ça c'est important pour la suite. Donc on a plutôt une stabilité des taux, on a peut-être un ajustement des taux autour de 10 centimes, malgré la démission du gouvernement, malgré aussi la notation de la France qui a été revue à la baisse vendredi dernier. Ces impacts-là ont déjà été anticipés, donc les taux ne devraient pas augmenter fortement, ils devraient se stabiliser. Alors, avant de dresser les perspectives, est-ce que peut-être vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que finalement les taux se sont légèrement ajustés vers le haut? Est-ce qu'il y a une raison à cela? En fait, ils s'ajustent là depuis le En début tout de cas, l'année. ils ont raté de baisser, Voilà. ils ont raté de descendre, ça c'est sûr. Disons qu'effectivement, on n'est plus du tout sur une baisse marquée depuis quelque temps, comme on a pu le voir. On est plutôt là sur une stabilité des taux. Tout le monde réajuste un petit peu leur grille. Alors pourquoi on voit cette petite augmentation? Il y a bien sûr cette instabilité qui vient rajouter forcément un petit peu de pression pour les banques, et elles sont quand même attentives à gérer leurs risques et leurs conditions de refinancement, mais également parce que certains établissements bancaires ont déjà atteint leurs objectifs, et puis c'est classique qu'on arrive au mois de septembre. De réajuster par... Voilà, donc finalement on revient vraiment sur de la normalité sur le marché, ça c'est important, que ce soit pour prêter ou pour les transactions, et donc finalement le marché s'ajuste et va très bien. Ok, donc pas de frein pour l'activité immobilière. Bonne nouvelle. C'est plutôt une excellente nouvelle. Oui, Et comme vous le dites justement en préparant cette émission, les banques reviennent dans le jeu. Et ça, c'est important aussi. Oui, on en parlait juste avant. On parle souvent de la baisse ou de la hausse des taux, mais si des banques ne veulent pas acquérir de nouveaux clients autour du crédit immobilier, ça bloque le marché. Et depuis maintenant 8 mois, on a, alors pas toutes les banques, mais en tout cas une bonne majorité des banques, je pense, sont très offensives. Donc ça, c'est bon pour nos clients. Ok. Alors à présent, sur le profil des acquéreurs qui ont le plus facilement accès au crédit, est-ce que là, il y a justement des profils types qui ressortent? Peut-être Guillaume ou Guillaume? Non, en fait, Non. clairement, l'ensemble des partenaires, enfin l'ensemble des banques sont revenus sur le marché. Donc ce qui est important, tout type de projet, que ce soit d'ailleurs du locatif ou pour de la résidence principale, c'est qu'un projet, voilà, les normes de critères HCSF doivent être respectées. Donc à partir du moment où c'est respecté, les banques peuvent accompagner le client, quel que soit son projet. Donc et elles ne seront pas révisés ces critères HCSF? Non, pour le moment, non. Là, c'est... Ok, d'accord, ok. Non, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Se détendre, c'est bien. À la hausse, ce serait pas... Voilà, c'est ça. Oui, non, mais se détendre, oui. Peut-être un petit complément quand même. Oui. L'apport. Oui, voilà, c'est ça. L'apport, le niveau d'apport reste quand même un critère intéressant. C'est-à-dire que quand on a un peu d'apport, on a accès à un taux et un financement qui est un peu plus aisé et moins élevé, non? Oui, complètement. Complètement. Il faut quand même que le projet soit préparé. Les critères HCSF sont un point important. Donc, critères HCSF, on vérifie l'endettement, les durées maximum jusqu'à 25 ans. Mais néanmoins, effectivement, oui, l'apport est important et tend à baisser. C'est-à-dire qu'effectivement, fin d'année dernière, le deuxième semestre 2024 et le début d'année, on demandait un apport plus important de la part des partenaires bancaires. Aujourd'hui, cet apport tend à baisser. Ça veut dire que ça permet de redynamiser un petit peu le marché et de favoriser les transactions. Donc oui, un apport important de l'ordre de 10%. C'est ce qui est à peu près enregistré aujourd'hui. Très bien. Mais en tout cas, voilà. Et quand on parle de primo-accédant, secondo-accédant, il y a des disparités ou dans l'accès au crédit? Dans l'accès au crédit, disons qu'aujourd'hui, les banques jouent des coudes pour récupérer les primo-accédants, parce que ce sont des nouveaux clients pour beaucoup d'entre elles. Et on voit, au-delà des barèmes de banques qui nous sont proposés, des boosters qui permettent de baisser le taux moyen. Donc ça permet aussi, finalement, de ne pas afficher des taux relativement bas ou des taux plutôt moyens, et ces boosters permettent finalement de baisser le taux du dossier de crédit et ça c'est ce qu'on voit, et puis c'est quelque chose qu'on peut arrêter au bout d'un mois très facilement de la part de la banque. Donc elle pilote aussi avec ces petits boosters de doublement du prêt à taux zéro, des primes parce on achète un bien qui a un DPE inférieur à D, des primes pour les primo-accédants, donc ce qui vient baisser en fait le taux moyen du crédit et favoriser l'acquisition. D'accord, donc la production de crédit, elle est en forte hausse. Cette tendance va durer? Oui, clairement, elle va durer. Clairement, là, on est sur un rythme aujourd'hui à peu près à 12 milliards de réalisation de crédit. Donc c'est tout le marché, c'est données Banque de France.
alors que l'année dernière, on était plutôt de l'ordre de 8 milliards, donc on voit cette augmentation et cette stabilité. Donc oui, on devrait atteindre les 140 milliards de production sur l'année 2025 à peu près. En termes de nombre de transactions, on devrait être autour de 900 à 920 000 transactions sur l'année. Donc on est sur des rythmes, quand on fait la moyenne sur les 10 ans, malgré les pics qu'il y a pu avoir sur post-Covid, avec les 1 200 000 transactions dans l'ancien, c'était exceptionnel. Mais il ne faut pas se comparer à ça. Bien sûr. On avait des taux à moins de 1%. Avec 500 € d'apport, on pouvait emprunter sur 25 ans. C'est fini, c'est révolu. Donc finalement, on est sur un rythme classique à 950 000 transactions sur le marché de l'ancien. Là où c'est plus délicat, c'est le marché du neuf. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça reste et ça va rester encore. Vous vouliez rajouter quelque chose, Olivier? Non, Oui. c'est bon. Tout va bien. Ok, super. Très bien. Je pensais que vous me regardiez. Alors, abordons à présent cette fameuse question du statut du bailleur privé. Monsieur le député, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Je rappelle que l'objectif, c'est de rebooster un petit peu l'investissement locatif et qui est au plus bas. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce statut du bailleur privé? Alors, sans être trop technique, parce qu'il y a 5 ou 6 propositions qui sont un peu techniques, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je ne sais pas particulièrement technique. Ce qu'il faut en attendre, c'est que il faut que les investisseurs privés reviennent. Ça, c'est déjà l'objectif. Voilà. C'est le but. Aujourd'hui, on voit bien que les investisseurs ont complètement disparu du marché du neuf. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut relancer de la production, surtout sur certains secteurs plus que d'autres. Mais on a besoin de produire du logement dans notre pays. Et on voit bien que quand on voit les encours du livret A, que l'argent a été placé, que les Français sont partis sur des placements plutôt bancaires ou autres, mais ont complètement déserté le marché immobilier. Pourquoi? Parce que depuis la suppression du Pinel, qui avait des défauts, mais qui avait aussi certaines qualités. C'est que le Pinel, c'était 40 à 50 000 logements par an, avec du locatif intermédiaire. Donc tout ceci a disparu, et c'est vrai que ça vient casser tout le parcours résidentiel, puisqu'aujourd'hui, entre le social, l'accession à la propriété et le libre, effectivement, ces 40 ou 50 000 logements qui sortaient chaque année, en particulier sur les territoires tendus, permettaient de donner un peu de souffle, et nous ne l'avons plus aujourd'hui. Donc c'était des investisseurs qui venaient, alors ou institutionnels, ou effectivement des privés. Donc il y avait eu des choses sur le LLI qui ont été maintenues depuis 2 ou 3 ans sur institutionnel, qui a permis effectivement à la Caisse des dépôts, à Action Logement de racheter des programmes pour pouvoir maintenir, je dirais, une activité et puis sauver quelques programmes qui devaient aller jusqu'au bout et quelques promoteurs qui étaient en très très grosse difficulté. On voit bien qu'on arrive au terme de ces acquisitions et de l'action de la Caisse des dépôts et d'Action Logement. Et il faut donc que derrière nous avons le privé. Donc, il y a déjà 2-3 ans qu'on en parle parce qu'on avait quand même un peu anticipé la suppression du Pinel. Ce qui est dur, c'est que le Pinel a été supprimé, mais a été remplacé par rien du tout pour les particuliers. Il y avait eu pas mal de rapports qui ont été faits. Moi, quand j'étais président du Conseil national de l'habitat, on avait déjà fait un rapport sur le statut du bailleur privé. Les notaires aussi avaient travaillé sur ce sujet. Beaucoup d'acteurs y travaillaient. Il y a eu le dernier rapport, effectivement, qui a été demandé par la ministre Valérie Létard, vient confirmer qu'on a besoin de faire revenir, alors, plusieurs modalités, effectivement. Alors qu'il faut rappeler qu'il concerne à la fois le marché du neuf et de l'ancien. Il faut le marché du neuf ou de l'ancien. Donc après, ça sont des arbitrages à faire en fonction, en effet, je dirais, des capacités financières et de l'interprétation par Bercy. En tout cas, comme une promotion immobilière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez besoin de logement social sur beaucoup de nos communes, et heureusement, il en faut. Nous avons besoin de primo-accédants, en particulier aidés avec le PTZ. Nous avons besoin d'accédants simples qui viennent pour ce qu'ils ont besoin, donc c'est toutes les transactions, les mutations ou autres, et nous avons besoin d'investisseurs. Et c'est tout ça qui permet aux promoteurs aujourd'hui de pré-commercialiser leur opération et de pouvoir relancer sur nos territoires des programmes. Et aujourd'hui, comme les bailleurs sociaux ont de plus en plus de problèmes sur les fonds propres, les primo-accédants reviennent un peu, mais pas suffisamment pour pouvoir aider les promoteurs à lancer leurs opérations. Et comme il n'y a pas d'investisseurs privés, la machine est arrêtée. Et sur nos territoires, il n'y a quasiment plus de permis de construire. Bon, surtout qu'en ce moment, avec les élections municipales, les maires n'ont pas vraiment envie d'en signer. Donc tout ceci est complètement à l'arrêt. Donc c'est vrai qu'on a une situation sur le neuf qui est vraiment très très difficile. Là, les programmes qui sortent sont des programmes qui sont partis il y a 4 ou 5 ans. Ce qui veut dire que tout ce qui ne se travaille pas aujourd'hui, on n'en verra pas jour dans 4 ou 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a urgence à annoncer que ce statut va être mis en place, va rassurer les investisseurs pour faire en sorte aussi qu'ils aient envie de louer à l'année, parce qu'on a besoin de location à l'année, comme vous l'avez dit. C'est ça qui est important. Donc le statut de bailleur privé, il faut bien l'encadrer, je dirais, pour que ce soit un logement accessible et pour de la location à l'année. Il faut bien dire, c'est de l'argent privé pour quand même un sujet de politique générale sur le logement. Et c'est majeur, hein, parce qu'aujourd'hui, le premier propriétaire bailleur en France, c'est le particulier. C'est-à-dire que la majorité des Français qui sont locataires de particuliers, comme vous et moi,
qui ont décidé d'acheter un logement et de le mettre en location. Donc aujourd'hui, ça, c'est à l'arrêt. Le statut de bailleur privé, il donne 3 choses. 1, pouvoir amortir sur 15 ans ou 20 ans, ça s'arbitrera. 2, pouvoir louer en nu et non pas en meublé, pour quelque part faire un pendant à Airbnb, hein, on va le dire un peu rapidement comme ça. Hein. Et 3e élément, c'est d'être exonéré de plus-value à la revente, en tout cas plutôt que d'attendre 25 ans, plutôt 15 ou 17 ans. Ça va être non, mais c'est important que vous rappeliez voilà, effectivement ces 3 piliers. Ça peut varier un peu, mais c'est 3 grands piliers. Ouais. Piliers. 2e élément majeur, aujourd'hui, l'immobilier, l'investissement locatif, est une attente très forte des Français, notamment des jeunes générations. On a fait une étude là récemment, un sondage qui nous dit, elle nous dit quoi? Cette étude nous dit, 1, je ne crois plus au système de retraite. Quel va être le palliatif? L'investissement dans un bien locatif. Donc je vais me générer un revenu dans 15 ans, dans 20 ans. Et aujourd'hui, plus de 70% des propriétaires bailleurs n'ont qu'un seul bien. Donc parfois l'image de l'immobilier spéculatif, réservé, produit financier, c'est faux. La majorité des propriétaires détenteurs d'un bien locatif n'en ont qu'un. C'est l'investissement que je fais. Je vais y mettre un crédit en face. Donc si j'ai un crédit, ok, je vais peut-être mettre 100 € de ma poche, mais je veux savoir où je vais pour les 15-20 ans à venir, par de stabilité, de visibilité. Et aujourd'hui, comme c'est instable, invisible, le propriétaire dit mais je ne sais pas, et donc on a un taux d'épargne qui est gigantesque en France, on a un taux de mal logés, on a un taux de non logés, on a un taux d'étudiants qui ne trouvent pas de logement gigantesque, alors que les Français disent mon premier souhait c'est d'investir dans l'immobilier pour préparer ma retraite et me générer dans 15 ou 20 ans un petit revenu, ou pouvoir donner cet appartement à mes enfants quand ils font des études parce que ils auront besoin d'un appartement. Et système IAG. Donc le statut de bailleur privé, nous, on est ultra supporters. On est les grands supporters de et peu importe l'arbitrage qui sera fait à la marge, de savoir si c'est 17 ans, 15 ans. En tout cas, il faut quelque chose pour relancer cette mécanique. Mais est-ce qu'on est assuré qu'il figurera dans le projet de loi de finances 2026 ou pas? Pour l'instant, il y avait des annonces de l'ancien Premier ministre. Enfin, ce n'était que des annonces qui ont été faites au dernier moment. Donc, je n'ai pas vu, je dirais, d'arbitrage côté Bercy, hein, qui pour le moment est quand même en stand-by. Moi, je devais avoir rendez-vous la semaine dernière à Matignon sur le sujet, qui du coup a été annulé. Je les revois la semaine prochaine, bon, sur tous les sujets logement. Je verrai ce qu'ils vont me dire. Mais non, il n'y a pas eu d'arbitrage définitif là-dessus. Et d'ailleurs, dans les dossiers qui ont été récupérés à Matignon, ça fait pas partie des choses qui ont été listées comme étant. Donc, il y a une volonté. Il y a une volonté, mais il n'y a pas aujourd'hui d'arbitrage parce que derrière, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des ajustements à apporter avec Bercy, qu'il y a quand même pour Bercy un coût, alors que pour nous, il y a surtout beaucoup de recettes et surtout un sujet de société, mais Bercy le voit avec un aspect comptable, et donc il va falloir continuer à se battre. Moi, madame, ma crainte là-dessus, ce statut du bailleur privé, comme je l'ai dit, je suis entièrement favorable parce qu'on a besoin sur toute la chaîne. Mes alertes, c'est juste qu'il ne faudrait pas que le gouvernement à venir mise tout là-dessus et nous supprime les aides sur le logement social, sur le PTZ, l'accession à la propriété, ou éventuellement aussi sur ma prime rénov'. Là, tout est politique. On a besoin de maintenir une activité sur la totalité, parce que si on fait que le statut du bailleur privé, mais que derrière, les bailleurs sociaux n'ont plus la capacité de venir, qu'on vient gratter une fois de plus sur le PTZ ou autre, ça redémarrera pas non plus, ça sera pas suffisant. Donc vraiment, il va falloir revoir, je dirais, la vision globale. Je disais tout à l'heure, c'est la vision globale et c'est tout ce mécanisme qui est important. Il faut bien l'équilibrer. Voilà, moi, ce que je porte quand je vois Matignon et au ministère du Logement, c'est de faire vraiment attention qu'on ne vienne pas le mettre pour détricoter encore plus le reste, qui est déjà en très très grosse difficulté. Sinon, ça n'aura pas d'effet escompté. Et c'est pour ça que l'habitat, il est interministériel. L'écologie peut pas décider dans son coin de quelque chose qui va aller en porte-à-faux sur le logement social. Bref, on a la fiscalité. Donc, ce grand ministère de l'habitat serait un peu neveu. Je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec quelqu'un, je ne sais pas si elle est candidate, mais si Valérie Létard était reconduite comme ministre, en tout cas, les propositions qu'elle avait faites à ajuster sont plutôt de nature à rassurer tous les professionnels et surtout à remettre une dynamique de mieux loger les Français. Donc, à aujourd'hui, les propositions sont de bon niveau. Maintenant, on est quand même, pour l'instant, dans un tunnel où on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir et quelles vont être les décisions. Mais en tout cas, je partage complètement le sujet. Il ne faut pas que ce soit des petites mesurettes. Et je rappelle, quand on parle de Bercy, aujourd'hui, l'immobilier au sens large, c'est quasiment autant de recettes que l'impôt sur le revenu. Hein. C'est même
Non, mais pour pas dire Oui, même un peu plus, hein, mais oui, voilà. oui, ça peut être à peu près, on a plus de 90 milliards en tout, entre État et collectivités, et surtout, ce qu'il faut dire à Bercy, c'est que le logement ne coûte pas 37 ou 38 milliards, ça coûte la moitié. Parce que Non. dans les 37 milliards, il faut le rappeler, il y a la moitié, c'est 16-17 milliards d'APL. Ce sont des aides sociales. Oui. C'est pas une politique directement logement. Alors, certes, on le met dans la politique logement, mais si ces aides sociales, comme dans les autres pays qui ont des aides sociales globales et non pas famille, logement, etc., comme on le fait en France, si on le sort de là, on voit bien que pour la France, l'État français, au niveau du PIB, mais beaucoup moins que les pays, autres pays européens sur le logement. Et l'investissement locatif, ça représente quoi? Ça pèse quoi chez IAD aujourd'hui? 12 à 15%. D'accord. Là, aujourd'hui, on a développé, nous, la gestion locative depuis maintenant quelques années. On accélère beaucoup. Et donc, aujourd'hui, c'est 12 à 15%. On était plutôt à 15, on est descendu un peu à 12. On a un peu de turnover, c'est-à-dire qu'on souhaitait le marché de la transaction redémarrant, que quelques propriétaires mettent en vente leur logement locatif. Mais on est globalement à 15%. Et pour en parler avec les confrères, j'étais avec une conférence de presse sur le jet avec un de nos confrères qui était aussi autour de 12 à 15%. Et chez Meilleur Taux, les projets aussi d'acquisition d'investissement locatif Sont plus élevés et ont tendance à revenir un petit peu plus fort. On est autour de 20%. Ouais. Mais voilà, c'est une tendance qui s'inscrit là depuis quelques mois. Bon, donc il y a un retour des investisseurs. Un retour. Un petit peu. D'accord, depuis quelques mois. Parce que les banques aujourd'hui prêtent. Et voilà. Et C'est ce qu'on. Depuis le début de l'année, on voit que c'est quand même plus positif. Et donc forcément, ça joue aussi sur les investisseurs. Je pense quelques biens aussi, parce qu'on est surtout dans l'ancien, là, mais peut-être quelques biens à F et G aussi qui sont mis à la vente. Je crois qu'il y a une augmentation. Enfin, vous devez le voir mieux que moi, avoir plus d'éléments que moi, mais j'ai l'impression que les logements F et G sont mis à la vente beaucoup plus qu'avant. Donc il y a certains peuvent trouver des opportunités, à mon avis, qui leur permettent de. C'est juste, mais on constate mis à la vente en résidence principale. Ouais. Depuis qu'il y a interdiction de louer, le propriétaire bailleur qui achète un G, il faut qu'il fasse des travaux. Les travaux, mes travaux sont, c'était pas toujours très simple, et donc c'est revenu, d'où, dans les facteurs de l'augmentation des transactions dans l'ancien, c'est aussi léger, interdiction à la location. Je ne peux pas faire les travaux en tant que bailleur. Je remets en vente et je peux acquérir moi ce bien en tant que particulier pour y vivre. Voilà. Et donc il y a une partie de l'augmentation des transactions qui a été liée. Alors, on verra, on en parlera sûrement après tard aussi. Ça va bouger un peu dans la transition, Olivier, mon cher Olivier, est toute trouvée effectivement puisque le nouveau DPE entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Donc il fera passer donc certains logements GE dans le domaine de l'acquisition. Alors est-ce que selon vous c'est une bonne mesure? Alors aujourd'hui, on pense, d'après nos approximations et nos approches, ça va concerner 7 millions de logements qui vont changer. Ça va concerner 7 millions de logements. Oui. Et 800 000 qui étaient en G. Donc, ils vont revenir sur le marché. Donc, si je prends juste ma casquette de directeur général, 800 000 logements qui ne pouvaient pas être loués, qui reviennent à la location, bon, globalement, ça devrait relancer le marché de l'investissement locatif. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est aujourd'hui, ce DPE, il était injuste, mal monté, dans l'urgence. Ça fait des années que tout le monde le dit, ça fait des années que les présidents le disent en disant comment on peut avoir les mêmes règles pour un logement qui fait 22 mètres carrés et un logement qui fait 200 mètres carrés. Comment on peut avoir les mêmes règles entre un appartement qui est coincé entre 3 voisins dans un immeuble et le dernier qui est au dernier étage, il n'a pas de voisin qui peut l'entourer et qui demande, il faudrait que je fasse les travaux. La copro dit, mais non, on peut faire les travaux. Nous, on est vachement mieux, on est en B, il n'y a que toi qui est eux là-haut. Et donc tout ça est revité. Valérie Létard a eu le courage de le faire. Et la troisième, et ce qui est corrélé, c'est également, je crois qu'il va y avoir, en tout cas, il se prépare un ordre des diagnostiqueurs. Je crois que certains travaillent sur le député. Vous êtes beaucoup saisi de cette question du DPE. Oui. On y reviendra. On reviendra après. Et donc, je pense au global, avoir ouvert ce coffre-fort du DPE, de la rénovation, de la prime rénov', je pense que c'était un vrai chantier à ouvrir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je dirais qu'au final, c'est plutôt une bonne décision. En tout cas, qui va avec plus de justice. Vous êtes d'accord, Lionel Claude ? Oui, plusieurs choses rapidement. Oui. Coefficient d'électricité, je suis favorable à ce qu'on le revoie parce que je pouvais pas expliquer à des gens que le même logement, parce qu'il était au gaz, avait une note, il sortait, c'était pas une passoire thermique, et parce qu'il était à l'électricité, c'était une passoire thermique pour le même logement. Surtout à un moment où on a besoin d'avoir une énergie décarbonée, d'être souverain sur la production d'énergie, etc. Donc il y avait une incohérence que, en tant que politique, je ne savais pas expliquer. Donc ça va permettre déjà d'avoir quelque chose d'un peu plus correct là-dessus. Moi, je suis
vraiment un fervent partisan du DPE, parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut qu'on connaisse l'état de son logement, parce que c'est très important, c'est essentiel pour les Français, et qu'on arrive à progresser. Comme on l'a fait pour nos véhicules régulièrement, on connaît l'état de son véhicule, il faut qu'on arrive à connaître l'état de son logement aussi, et que quelque part, les propriétaires se rendent compte que c'est pas un bien comme un smartphone ou autre chose. Voilà, le logement, c'est précieux, c'est important, parce qu'il y a des enjeux environnementaux, de santé, d'éducation, de plein de choses dedans. Donc ça nécessite, je dirais, un engagement fort, et le DPE doit nous aider à faire ça. Avec une alerte, c'est que, j'ai toujours défendu le DPE, le calendrier, les aides, mais ça allait, quand on met un petit peu le bâton, je dis souvent, il faut la carotte. Côté, c'est français, c'est pour ça qu'on avance tous. Moi le premier. Et ça, c'était des aides, en particulier MaPrimeRénov'. Et oui. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que si on a effectivement la carotte qui devient râpée, qui fonctionne plus, qui n'est plus suffisante, va falloir se poser la question, effectivement, du bâton s'il est pas trop gros. Donc, moi, mes inquiétudes sont là, parce que si on veut réussir dans cette trajectoire, vraiment porter un projet politique sur la rénovation et l'entretien de notre parc immobilier, il faut que les deux fonctionnent en parallèle. Et là, aujourd'hui, j'ai le sentiment que d'un côté, c'est pour ça que je faisais des alertes sur MaPrimeRénov', qu'il y a des difficultés effectivement, on ne sera pas au rendez-vous sur le nombre de rénovations globales et autres, donc oui, il va peut-être falloir, il faut qu'on soit honnête avec les Français à un moment ou à un autre, avec beaucoup de regrets, donc effectivement, est-ce qu'il faut continuer à rendre aussi opposable que ça le DPE ou pas, si on ne se donne pas les moyens d'y arriver derrière, donc ça c'est une véritable question, moi je souhaite que oui. Mais si on est dans l'incapacité pour des raisons diverses et variées, il faut avoir le courage de le dire et de requalifier et de redéfinir une nouvelle politique pour pouvoir trouver avec tous les acteurs, avec tous les professionnels des solutions. Il y a des choses qui peuvent exister avec les banques, avec d'autres, plein d'aides, d'innovations sur l'ingénierie et en tout cas les travaux. Donc ça c'est le cadre un peu plus global. Et sur les diagnostiqueurs qui font un travail remarquable, moi je le dis parce que c'est compliqué, c'est difficile, c'est un vrai métier. Donc j'ai toujours défendu en effet l'action de ce qu'ils font parce que j'ai dit je pense qu'il est important. C'est un travail de qualité qui est attendu par les Françaises et les Français. Donc, mais la profession mérite d'être quelque peu assainie, c'est ce que vous dites. Oui, assainie, mais c'est comme partout, pas ni plus ni moins que partout. Il y a des gens qui font plus ou moins bien leur travail, voilà. Donc maintenant, il faut trouver des solutions pour que tous ceux, ils sont quand même beaucoup plus nombreux, qui font bien leur travail, qui sont bien formés et qui aiment leur métier, puissent être rassurés et que les Françaises et les Français aient confiance envers les diagnostiqueurs et envers le DPE qu'ils ont, parce qu'effectivement, ça a un impact derrière sur le patrimoine que l'on peut posséder ou la qualité de vie dans laquelle nous sommes. Donc ça, c'est un travail, je dirais, au jour le jour. Moi, j'ai rencontré beaucoup de diagnostiqueurs, je continue à le faire. Il y a plein de démarches qui sont lancées. J'avais lancé une initiative en janvier d'un ordre qui a été repris effectivement par la ministre, par un rapport qui est en cours. Est-ce qu'il faut l'ordre aujourd'hui ou demain? J'en sais rien. Enfin, je pense que la profession, à un moment ou à un autre, et je les soutiens, il faudra qu'ils se prennent par la main, qu'ils définissent effectivement leur niveau de contrôle, niveau de formation, leur niveau d'existence, comme beaucoup de métiers dans notre pays qui ont des ordres. Maintenant, ça se fait pas en disant, allez, on vous demande de vous débrouiller. Ce que j'ai demandé dans le rapport que j'ai rendu au mois de juillet, c'est que d'abord l'État prenne ses responsabilités, définisse ce qu'elle attend en termes de formation, ce qu'elle attend en termes de contrôle, qu'elle fasse déjà le ménage avant, etc. Et qu'une fois que ça sera signé, que l'État aura pris ses responsabilités, c'est à l'État de prendre le problème. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est l'État qui le fait. Bien sûr, c'est aux législateurs éventuellement de voter des lois pour encadrer, pour accompagner, et bien sûr au gouvernement de prendre les décrets nécessaires pour s'assurer que tout fonctionne. Donc oui, c'est à nous d'avoir cette responsabilité. Alors est-ce qu'on est déjà, je dirais, dans une situation satisfaisante pour basculer immédiatement un ordre? Là, j'ai des doutes, mais bon, pourquoi pas. Il reviendra à la ministre de le dire si c'est maintenant ou demain. Moi, je pense que l'État a encore besoin. Il y a une mission sur la formation initiale, il y a plein de choses. Donc, je pense qu'il faut déjà trancher toutes ces discussions-là avant de le donner aux professionnels et de leur dire maintenant, vous vous organisez et puis à vous de jouer. Et pour nous, les politiques, ça sera formidable parce qu'on aura vraiment des acteurs qui décideront. Ça sera plus à nous d'être forcément en première ligne et de prendre des décisions pour des professionnels. Et parce que on le fait quand il faut le faire, et c'est normal, c'est notre job. Mais des fois, on le fait pas forcément avec plaisir, ni avec toutes les compétences nécessaires, il faut le reconnaître. Oui. Ce qui est important, c'est aussi de aussi dire que cette profession est très majoritairement saine, avec des acteurs sérieux, des réseaux comme Exim, par exemple, nationaux, qui travaillent très très bien. Donc attention à ne pas faire un focus sur quelques brebis galeuses. Ça a longtemps été fait. Les diagnostiqueurs font très bien le travail. Nous, on en rencontre beaucoup, on travaille beaucoup avec eux. La grosse majorité, donc il y a eu un focus sur quelques exactions. Faut aussi leur rendre hommage en disant le métier est pas simple. Ça bouge beaucoup aussi pour eux régulièrement. Donc c'est une profession qui doit encore progresser dans l'encadrement, mais très majoritairement, les diagnostiqueurs font très bien le travail. Très bien. Alors, il nous reste quelques minutes pour dresser un petit peu les perspectives du marché immobilier pour les mois qui viennent. Guillaume Fourte,
là, je vais vous demander de sortir votre boule de cristal, comme d'habitude. À quoi on peut s'attendre au niveau de l'évolution des taux de crédit pour les mois qui viennent? Alors, jusqu'à la fin de l'année, on ne verra pas de grosses envolées des taux, donc on devrait plutôt être sur une stabilité, des taux moyens enregistrés entre 3,20 et 3,40% selon la durée, donc de 15 à 25 ans, à peu près cette moyenne-là. L'année prochaine, c'est un petit peu plus délicat, mais en fait, l'année 2026, pour les banques, elle démarre à partir du mois d'octobre, puisque les dossiers qui sont mis en place en octobre seront réalisés tout début janvier. Donc ce qui veut dire, c'est que l'année se prépare déjà, et on voit que les banques se mettent en marche pour maintenir ces taux et avoir une bonne dynamique sur ce Très marché bien. du crédit IMO. Donc, à court terme, pas d'augmentation. Après, il faut quand même surveiller les 2 prochaines cotations de la France qui vont avoir lieu fin octobre et fin novembre. Donc si on a 3 de suite où il y a une Là, c'est dégradation, la note de la dette, hein, c'est c'est ça? ça, tout à fait. Ok, Il d'accord. faut quand même, parce que Qui ça aura un risque impact. d'être encore baissé, on ne sait C'est pas. possible, On sait c'est possible, tout on à sait fait pas. possible, et du coup ça Mm. peut avoir un impact sur le marché obligataire, notamment sur l'OAT 10 ans, sur lesquels les banques regardent pour mettre en place les taux longs. Et aujourd'hui on constate que l'OAT 10 ans est supérieur au taux de monsieur et madame tout le monde sur 25 ans, alors qu'elle ne fait que 10 ans. Donc l'État français emprunte plus cher Mhm. que monsieur et madame tout le monde sur des durées plus courtes pour l'État. Donc Très bien. à surveiller. Tiens, une autre petite question Oui. dans ce contexte de marché, est-ce que vous avez peut-être des petits conseils pratiques à donner aux agents immobiliers pour accompagner Clients. accompagner leurs Ah. clients? Oui, alors plusieurs. Le premier, ce serait surtout de ne pas chercher à faire des simulations pour voir si le dossier passe sur des taux qui sont trop bas et du coup est un petit peu déceptif par rapport au client. Il faut prendre un taux moyen, il faut essayer de chercher la durée la plus longue quand on a des critères d'endettement qui sont trop importants pour essayer de jouer sur cet endettement final et faire en sorte que le dossier passe. Et le deuxième point, ça serait de se faire accompagner notamment par des courtiers qui connaissent très très bien le marché et qui ont une vision globale de tous les partenaires bancaires, notamment ceux qui, à des moments clés, peuvent mettre en place un peu des boosters qui permettent de baisser le taux moyen et donc de rendre encore plus réalisable le dossier. Donc il faut que ce soit un dossier préparé et éventuellement préparé se son faire, dossier. bien préparé et effectivement se faire accompagner, ça peut largement aider. Très très bien. Olivier, pour vous, même question, hein, qu'est-ce que vous prévoyez aussi pour les mois qui viennent au niveau de la dynamique commerciale chez IAD? Bon, je vais quasiment dire la même chose. On est plutôt assez confiant. Un marché aux alentours des 950 000 avec des taux inférieurs à 3,5. Chaque bon professionnel peut travailler. Donc c'est un marché qui est, voilà. Nous, ça nous amènera globalement, on est sur un trend là, à sûrement approcher les 10% de part de marché intermédiaire. Donc nous, la croissance est là, le volume de mandat est là, le volume de conseillers nous rejoignant est en progression. Donc aujourd'hui, ces 2 indicateurs-là, moi je rejoins, on est plutôt confiant maintenant. On connaît pas... on sait pas. 10%, ça fait combien de transactions? 10% de part de marché? Bah là, intermédiaire, Bien sûr, donc, intermédiaire. ce qui veut dire que globalement, nous, on devrait être entre 60 et 65 000. Je prends une très grande fourchette parce que nous, on clôture en juin l'année prochaine, donc je suis un peu tôt dans l'exercice pour dire. Mais on est sur une belle tendance là de l'ordre de 6 à 6 500 compromis par mois. Donc ce qui veut dire qu'on devrait être sur cette tendance-là. Donc nous, si ça reste comme ça, avec le statut d'ailleurs privé, avec un vrai projet politique du logement et de l'habitat, on est plutôt confiant. Oui. Et qu'est-ce qui fait alors que vous surperformez le marché? Parce que ça aussi, Oui. ça c'est aussi une réalité. C'est la question qu'on me pose très souvent. Donc, en fait, allez, je veux dire, on est leader en France de la transaction immobilière, tout modèle confondu. Sûrement qu'on doit faire un peu mieux que les autres en diffusion, sûrement un peu mieux en formation, sûrement un peu mieux sur nos outils. Mais notre vraie différence, c'est qu'on est culturellement un réseau d'entrepreneurs. On a 14 400 entrepreneurs en France. Et ce qui est majeur, on parle souvent et pour aider nos entrepreneurs à réussir, on a évidemment la liberté. Il n'y a pas de permanence, pas d'agence, pas de réunion, pas de manager, pas d'obligation. Ils sont leurs propres patrons. Après, il y a la rémunération qui est importante. C'est-à-dire qu'ils créent leur entreprise et nous, on leur promet un vrai modèle entrepreneurial sur lequel on ne rogne rien. C'est-à-dire que très souvent, on peut lire un peu partout, ah ben tiens, vous allez pouvoir gagner 85% de commission, 90%, 95%, et en même temps, vous allez pouvoir avoir une commission de manager de l'ordre de 12%. Moi, je dirais souvent, c'est 95 plus 12, ça dépasse les 100. Donc la majorité de nos confrères, et c'est une des forces pour lesquelles on va plus vite que tout le monde, c'est que nous, le revenu managérial, le revenu qu'on reverse à nos managers, il n'est jamais tronqué, il n'est jamais spoilé. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est nous qui prenons sur nos revenus pour dire, OK, si on veut payer plus cher les commissions de transaction,
on prend son propre marge, mais jamais on ne touche à 1 euro un pourcentage de manager. Et donc ça, aujourd'hui, ça veut dire que quand on crée son entreprise, on a une vraie visibilité, c'est-à-dire qu'on est dans le même modèle que ce qu'on vient de décrire pour la France, visibilité. J'entre chez IAD, je sais qu'un minimum, quoi qu'il arrive, je toucherai 12,2 de commission, je ne rentre pas dans le détail, hein, alors que dans d'autres confrères, c'est écrit 12,2, mais à la fin, si je veux payer plus mon producteur, plutôt que de prendre sur leur propre marge, ils viennent baisser ce taux de 12,2 pour le ramener parfois 0. Dans certains réseaux, à partir de 80 000 euros de chiffre d'affaires, au-delà, le manager ne touche plus rien. Nous, quand j'ai intégré, formé, coaché, animé une équipe, à chaque fois que cette équipe réalise une transaction, évidemment, le conseiller est rémunéré, et le manager est assuré d'avoir sa rémunération. Donc, quand je crée mon entreprise chez AD, j'ai une vision long terme qui est assurée par un modèle qui est solide, qui n'a jamais bougé depuis 17 ans, et on n'a qu'un seul contrat. C'est-à-dire qu'on dit pas à l'un, bah tiens, viens, toi tu auras un pack gratuit à vie, à l'autre, bah tiens, toi je vais te donner une commission, bah toi je vais t'offrir une équipe de 15, non, le même contrat. Nous, le plus grand manager, le plus grand, en tout cas celui qui a la plus grosse équipe, il a 1900 personnes dans les 8 pays, il a le même contrat que celui qui signe ce matin avec nous. Et donc je pense que notre force, c'est un modèle bien équilibré, un modèle qui, depuis toujours, rémunère les chefs d'entreprise sans rogner sur leurs commissions pour favoriser notre population, et un seul contrat. Le mot de la fin pour vous, monsieur le député, est-ce qu'on aura un budget? Et si oui, quand? Là aussi, sortez-nous votre boule de cristal, c'était le titre de notre émission. Un mot, confiance. Voilà, on va y croire. Non, mais il y aura un budget. Le problème, c'est le contenu, c'est en particulier sur le logement. Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur sur la politique logement pour donner cette confiance à tous les acteurs? Parce que je le dis, les bailleurs sociaux, quand je les rencontre, voilà, ça pas trop non plus où ils vont. L'accession à la propriété, toujours en difficulté. Moi, je travaille aussi sur un prêt subventionné, on sait, pour que les entreprises accompagnent sur les intérêts, sur l'acquisition pour les primo-accédants avec certaines banques, la Sofia, Pirchtech, le Crédit Mutuel, tout ça. Donc, on essaie d'avancer là-dessus aussi. Ce sont des retombées économiques, ce sont des réponses, parce qu'on voit bien que l'accession à la propriété dans notre pays, on a un peu baissé. On était à 58% de propriétaires, on est à 57%. Donc c'est pas dramatique, mais enfin le signal n'est pas bon. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, il faut pas oublier tout, et bien sûr le statut du bailleur privé qui serait un signal fort pour récupérer l'argent là où il est aujourd'hui, en tout cas le rediriger sur l'immobilier. Mais faut-il encore que, comme depuis 2017, on a un président de la République pour lequel j'ai beaucoup d'estime, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de sujets, mais sur le logement, il faut reconnaître que voilà, sa vision était plutôt de dire que les Françaises et Français qui ont du patrimoine et de l'argent doivent le mettre sur l'entreprise, on va dire un petit peu plus classique, et pas forcément dans l'immobilier. Donc peut-être si on arrive à corriger cette vision au plus haut sommet de l'État, au niveau du nouveau Premier ministre et du prochain ministre ou la prochaine ministre donc du logement, ça serait parfait, c'est ce qu'il faut espérer. En tout cas, moi j'y crois et je continuerai à dire ce que j'ai à dire et à pousser là-dessus. Et je crois que tous les acteurs sont mobilisés, tout le monde est là. On a des professionnels, on a des gens formés, des gens de qualité, on a de l'innovation. Moi, je vois des startups partout, plein de salons, que ce soit sur la construction, sur la rénovation, sur les projets de financement. Il y a plein de produits qui peuvent exister. Allez, go, il faut y aller parce que derrière, comme vous l'avez dit, c'est la réponse aux Françaises, aux Français. Et moi, en tant qu'élu, tous les jours, j'ai des problèmes de logement dans ma circonscription. On n'a pas parlé, mais alors, les Landes, entre les littorales et l'intérieur, moi, sur les Landes, c'est pas même pas 10% qu'il faut. J'ai vu des agences, quand je vois mes amis qui ont des agences immobilières, par exemple sur Osgore, ils me disent clairement qu'en 2-3 ans, ils ont fait 2 fois appel à des courtiers. C'est des gens qui ont un patrimoine qui achètent cash. Oui, voilà, c'est le marché, il est là. Moi, sur le littoral, sur les zones tendues, c'est ça. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de quoi acheter 100% de direct, c'est ce qu'on a. Donc, en fait, ceux qui travaillent, ceux qui vivent sur le territoire, ils vont à 40-50 km, quoi. Donc, on a un gros problème, je dirais, de cohésion territoriale, cohésion sociale sur nos territoires. C'est pour ça que je parlais au début d'aménagement de territoire. On n'a pas eu le temps d'y revenir, mais il faudra y revenir. Si on n'a pas aussi cette volonté de rééquilibrer un territoire, de faire une vraie mixité sociale sur l'ensemble de nos territoires en fonction des problématiques qui sont pas les mêmes partout, on aura un pays qui fonctionnera pas. Très bien, voilà. Je ne serai pas plus long. Ça ressemble presque à un ministre du logement, ça, non? Non. Est-ce que vous êtes proposé? Non, pas du tout. Déjà, je suis pas du tout proposé. Bon, j'ai pas de CV, je ne les envoie pas. Je voulais pas vous mettre mal à l'aise, c'était juste une petite boutade. Hein. Non, je suis très bien où je suis et je pense qu'il y a des gens très bien pour pouvoir le faire aussi. Et je pense qu'on a besoin aussi de députés qui militent et qui portent ce qu'ils ont apporté. J'ai plein de collègues aussi qui portent, avec des différences, peu importe, et c'est normal, c'est ça le débat démocratique. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je demande la stabilité et qu'on continue à porter. Mais je pense que ministre du Logement, que ce soit Valérie Létard ou quelqu'un d'autre, si derrière le Premier ministre ne soutient pas et arrive pas à tordre un peu le bras au président de la République, comme je l'ai dit, on sera dans la même situation dans un an, on redira les mêmes choses, voilà. Donc tous les espoirs sont permis. C'est pour ça que
au-delà d'une personne, c'est tout un système qui doit fonctionner. Merci mille fois, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Lionel Cos. Merci, Guillaume Fourte. Merci mille fois également. Et merci aussi, Olivier, cher Olivier Descamps. Donc, rendez-vous pour un nouveau YD Talk en décembre prochain. Excellente journée à vous tous. Au revoir.